car on voulait rentrer le plus vite possible chez nous. Les Alliés commencent à bombarder les chantiers de bunkers. Les conséquences sont terribles pour les soldats et les ouvriers. Luc Van de Velde sauvera sa peau de justesse à Epperlek. Après 3 bombardements, il y avait 1500 morts. 950 ont été tués lors du premier bombardement. Nous, les prisonniers, nous étions enfermés dans le camp, derrière des fils barbelés. Nous ne pouvions même pas nous déplacer dans le camp. Nous étions dans une cage à poules, pour ainsi dire. Après le bombardement, les Allemands conduisaient près de 200 détenus sur les chantiers et leur disaient « nettoyez tout ça ». On ramassait une jambe par-ci, un bras par-là. On devait tout déposer dans un camion, mais j'ignore où tous ces corps étaient acheminés. Et parfois, il restait même une bombe qui n'avait pas explosé, et les Allemands nous ordonnaient de l'évacuer en nous menaçant de leurs mitraillettes. On était obligés de s'exécuter. J'estimais que cela ne servait à rien de lancer des chantiers importants tant que l'ennemi avait la maîtrise du ciel. On ne pouvait pas les achever. Un jour, Van de Velde réussit à s'enfuir du camp de prisonniers. Il rejoint la résistance française où on le charge de découvrir les sites de lancement des V1. Un travail d'espionnage. J'avais un Smith & Wesson, 4 grenades et un poignard. Je portais un manteau frappé de la croix gammée, un chapeau et des bottes, ainsi que le ceinturon avec le Luger des officiers allemands. Je suis monté dans un camion et nous nous sommes rendus à Radinghem. Le chauffeur maugréait en français, espèce de boche, ça va être ta fête après la guerre. Moi, je lui ai répondu en allemand de la fermer. Dès qu'on est arrivé, j'ai dit « Conduisez-moi vite au bureau du commandant ». J'ai montré les faux papiers et ils m'ont fourni une moto et un chauffeur allemand qui nous a conduits sur les sites dans les bois. J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de mécano. Certains V1 étaient à côté des rampes, d'autres étaient positionnés dessus, prêts à être lancés. Que s'est-il passé avec ces sites de lancement? 2 jours plus tard, ils ont été bombardés par des hurricanes et des typhons. Grâce à vous? Oui, grâce à moi. Le soir, j'ai envoyé les informations en morse. J'en avais mal à la tête, tellement c'était long à faire. Et 2 jours plus tard, les typhons et les hurricanes ont bombardé le lieu que j'avais communiqué. Le lendemain, j'ai copieusement arrosé l'événement. Grâce aux clichés aériens, les Alliés connaissaient exactement l'emplacement des chantiers. Ils les bombardaient ensuite selon leur importance et leurs avions ne rencontraient aucune résistance de notre part. Goebbels, ministre de la propagande, a beau décrire Rommel comme l'invincible gardien du mur, la construction des bunkers avance très péniblement. Au début de 1944, l'organisation Todt dispose d'une capacité de transport de 5000 tonnes au lieu des 40 000 requises. Certains prétendent que l'invasion de l'Europe serait la chose la plus simple au monde. Mais les Anglais et les Américains paieront un très lourd tribut en vies humaines, car notre Wehrmacht les attend de pied ferme. Ainsi parle Goebbels, ministre de la propagande. Les dirigeants faisaient tout pour occuper le peuple en lui faisant faire n'importe quoi pour éviter qu'il ne réfléchisse trop. Il fallait l'occuper sans cesse, que ce soit à construire des bunkers ou autre chose. Il fallait surtout ne pas lui laisser le temps de penser, ça pouvait se révéler dangereux. Ein Flakbunker. Jeder weiß, wo hingehört und was im entscheidenden Augenblick zu tun hat.
La propagande ne cesse de vanter les points forts du mur de l'Atlantique. Ils existent indubitablement, un manque crucial d'artillerie qui fait naître d'étranges solutions de secours. Au mois de mars-avril 1944, quand toute l'artillerie allemande qui stationnait sur nos côtes fut déployée sur le front de l'Est, la population locale fut stupéfaite de voir les Allemands installer des canons factices en bois et même des chars factices en bois. Imitatiebeelden van de kanonnen en zelfs van tanks. Ce n'est pas tout. L'artillerie restée sur place n'offre qu'une défense limitée. Si l'ennemi parvient à franchir le mur, les soldats allemands ne disposent d'aucun soutien arrière. Tous les canons pointaient vers le large, vers la Manche, vers l'Atlantique. Aucun n'était dirigé vers l'intérieur des terres. Certains bunkers étaient équipés de tourelles pouvant pivoter à 360 degrés, mais il y en avait bien trop peu. Les capacités des troupes stationnées le long du mur s'amenuisent, car les soldats les plus aguerris sont envoyés sur le front de l'Est. Les 26 divisions affectées sur le front de l'Atlantique sont des divisions terrestres composées de soldats pour la plupart relativement inexpérimentés et qui sont ou trop jeunes ou trop âgés. Il avait l'air de savoir qu'il travaillait aussi pour rien. Pas tous, certainement peut-être pas les chefs, mais on a vu, on a senti qu'il y en avait certains, ils n'avaient plus le courage, ils n'y croyaient plus. Une fois, il y avait un jeune Allemand de la Wehrmacht, quoi, et on avait entendu au loin une canonnade sur la mer. Alors, moi je lui dis, Tommy. Les Anglais. Les Anglais, quoi. Et il a dit, Tommy, comme. Alors, il me fait comme ça, Ich égale canine, qui dit. Lui, il serait parti comme un lapin, qui disait. En dépit de ces obstacles, Rommel réussit à renforcer le mur de l'Atlantique. Il confie à son fils que le mur ne pourra pas résister partout, mais qu'il pense être en mesure de repousser une offensive des Alliés. Je suis sûr qu'il y croyait, qu'il était convaincu que le mur pouvait tenir, mais seulement avec un meilleur soutien logistique. Le maréchal Rommel nourrit en effet des doutes profonds au sujet du mur, des doutes qu'il ne parvient pas à dissimuler lors d'un discours adressé à ses officiers. Im Hinblick auf den vorzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut und ich glaube nicht, dass England ein zweites Mal wiederkommt, wenn hier den Versuch macht. Les deux divisions blindées stationnées dans l'arrière-pays en Normandie auraient dû se trouver sur la côte, comme l'avait proposé mon père. Et on aurait dû aussi miner l'estuaire de la Seine. Mais les Alliés étaient de toute façon trop forts. Ils auraient tout de même réussi le débarquement. Il serait vain de supputer les conditions qui auraient pu garantir une victoire allemande. Mon père avait beau se méfier de la vaillance des Américains et des Britanniques, je crois qu'il sous-estimait leur détermination. Hier zeigt Deutschland im 4. Jahr des Krieges die gigantische Stärke seiner Abwehrkraft. Der deutsche Soldat steht auf der Wacht. Er erwartet den Feind.
Le 6 juin 1944, jour du débarquement, le mur de l'Atlantique est encore en chantier. Des 15 000 bunkers commandés par Hitler, seuls 5 000 sont achevés. Il ne fait pas très beau ce jour-là. À 6h30, les Alliés lancent le débarquement à marée basse, non pas dans les ports extrêmement fortifiés, mais sur les points faibles du mur de l'Atlantique, les plages de Normandie. Von Rundstedt, commandant du front de l'Ouest, n'est pas dans la région, et Rommel se trouve chez lui en Allemagne. Les combats sont terribles, mais grâce à leurs espions, les Alliés connaissent parfaitement les failles du mur. Grâce aux clichés aériens, les Alliés ont découvert les nombreux obstacles dont étaient hérissées les laisses. Ils ont donc choisi les lieux les plus propices et ont avancé le débarquement de 2 heures afin qu'il ait lieu à marée basse, pour que les péniches de débarquement ne soient pas endommagées par les obstacles. En revanche, les soldats étaient obligés de franchir une plus grande portion de plage sous les balles allemandes. Seiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. C'était vraiment l'enfer. Les soldats tombaient comme des mouches, tués ou blessés. Mais les ordres étaient « Ne vous préoccupez pas des morts ni des blessés. Tâchez de franchir sain et sauf la plage. Tant que vous n'occuperez pas la plage et que vous n'aurez pas détruit les positions allemandes, vous ne serez encore nulle part. » En tentant de trouver un abri sur la plage, je suis tombé sur un jeune Canadien pratiquement coupé en deux. C'est un des tout premiers morts que j'ai vus avec tous les corps qui m'entouraient. Malgré la supériorité des Alliés, le débarquement manque d'échouer. Derrière les côtes, il y avait des troupes allemandes. Si ces troupes avaient été soutenues par des chars, les choses auraient pu tourner différemment, je pense. Avec les chars, c'eût été impossible. La tâche était déjà si difficile, nous avons eu beaucoup de chance de conquérir les plages. Mais si les Allemands avaient stationné leurs chars sur les plages, comme le voulait Rommel, nous n'aurions jamais réussi à atteindre la Grève. Le combat est extrêmement sanglant. Mais en Normandie, le mur de l'Atlantique ne tiendra que 24 heures. Partout ailleurs, les Allemands offrent une résistance beaucoup plus farouche, surtout dans les ports qui sont attaqués ensuite. L'île de Sésambre se trouve au large de Saint-Malo. Otto Koch et son régiment subissent 3 semaines durant le feu nourri des bombardiers américains. Les bunkers vont leur sauver la vie. Les Américains lançaient des bombes de napalm, un produit que nous ne connaissions pas. Nous appelions ça des bombes à essence. L'île brûlait partout. Nous étions tous brûlés aussi. Et si nous avons survécu, c'est grâce aux masques à gaz. Ils nous protégeaient même quand les bunkers étaient envahis par les émanations de phosphore et de napalm. Pour nous protéger, on attachait les portes du bunker, les cloisons en tôle, avec des câbles ou des chaînes. Et 2 hommes se tenaient en permanence contre elles.
Si on ne faisait pas ça, nous étions tous ballottés en tous sens dans le bunker à cause du souffle puissant des bombes tombant à proximité. On se tenait ensemble, emmitouflés dans des couvertures et portant notre masque à gaz. Ces masques étaient excellents d'ailleurs. Voilà comment nous survivions. Nous étions chahutés dans le bunker qui tremblait sous les bombes. Il se fissurait parfois. Nous n'étions pas sûrs de sa résistance. Notre plus grand souci, c'était de ne pas être blessés, car nous n'avions pas de médecin sur l'île. Il y avait seulement un infirmier qui opérait, qui faisait de son mieux. Il opérait avec une lame de rasoir. Il y avait beaucoup de blessés graves, beaucoup sont morts aussi. Je me souviens notamment du chef d'artillerie d'Usterhaupt, qui a eu les 2 jambes arrachées. Durant tout l'été, les Alliés gagnent des positions en France. Les Allemands offrent une résistance farouche. Les Alliés doivent attendre le mois de septembre avant de réussir à repousser la Wehrmacht dans le Reich. Le mur de l'Atlantique n'aura pas tenu longtemps. Hey! Halt! Halt! Aujourd'hui, les restes du mur de l'Atlantique sont encore visibles. Et ceux dont le sort a été lié au mur en gardent des souvenirs impérissables. Je suis fier d'avoir contribué à la création des batteries de bunkers les plus importantes. Que ce soit à Brest, à Saint-Nazaire, à La Pallice, à Bordeaux ou à Trondheim, en Norvège. J'en suis très fier. Je tenais à participer au débarquement en France dès le départ. J'ai eu beaucoup de chance. C'était une expérience effroyable. Mais au plus profond de moi-même, je suis content d'avoir contribué un petit peu à la victoire. Pour moi, le mur de l'Atlantique symbolise un régime qui a fait beaucoup de mal à l'humanité. Et nous devons espérer que cela ne se reproduise plus jamais. C'était une bêtise phénoménale. C'était un rêve de fou. Le débarquement. Sur les plages de l'Atlantique ou de la Manche, il reste les vestiges d'une guerre que je n'ai pas connue. Quand j'étais enfant, je n'en savais pas grand-chose. Ce n'était que des blocs de béton usés,
ouverts et mystérieux qui nous inquiétaient. Des cubes étranges, effondrés ou posés par hasard sur la dune, qui sentaient le sable froid et les excréments. Ils nous attiraient pour jouer, à la guerre ou pour trouver des choses. Les grands cherchaient surtout à y amener des filles. Le plus souvent, elles ne voulaient pas y aller. Les blocos sont des repères de vacances, comme les pins, la dune ou le jeu du jokari. Je ne dois pas être le seul. Plus tard, j'ai compris que pour avoir les restes d'une guerre, il faut la guerre et des hommes pour la faire. Pourtant, difficile d'imaginer que ces rondeurs de béton ou ces cavités carrées aient pu un jour servir à quelque chose, et puis un jour être habitées. Et là. Eh ben dis donc. C'est pas vrai que ça existe encore plus de 55 ans après, 50 ans. Eh ben mon Dieu. Eh oui. Oui. Parce que j'avais des bons copains quand même. On a passé des bons moments et des mauvaises aussi. C'est sauvage maintenant. Alors ça doit être le mien, ça. Celui-là. Vous le gardiez? Moi, là. Ben oui. Jour et nuit. Moi, ça me fait plaisir de le revoir. Et comme ça, au moins, je l'ai revu 50 ans après. Comme